Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à l'anis. Oui, cette petite graine au goût de réglisse qu'on connaît tous. Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière la saveur des bonbons ou des gâteaux de nos grands-mères, se cache un univers scientifique assez fascinant. L'anis a, on va dire, une double vie. Et je parie que ça va en surprendre plus d'un. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir ce qu'est vraiment l'anis, au-delà de l'épice. Ensuite, on explorera ses usages en cuisine comme en remède traditionnel. Puis, on sortira la loupe pour analyser sa science. Après, on pèsera le pour et le contre, ses bienfaits et les précautions à prendre. Et enfin, on prendra un peu de hauteur pour mettre tout ça en perspective. Allez, on commence. Première partie donc. On va essayer de voir ce qui se cache derrière cette saveur si familière. Alors pour faire les présentations officielles, son nom botanique c'est Pimpinella anisum et il appartient à la grande famille des Apiacées. Dit comme ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est la famille du persil, de la coriandre, du fenouil. Ah, d'un coup on comprend mieux ce petit air de famille dans les arômes, n'est-ce pas ? Un goût chaud, semblable à celui de la réglisse, c'est la description parfaite. Cette saveur, elle est unique, à la fois douce, un peu piquante, elle nous ramène tout de suite à des souvenirs. Qui ne pense pas aux biscotti italiens bien croquants ou à une bonne tisane d'anis bien chaude après un repas un peu lourd. C'est vraiment cette signature gustative qui l'a rendu célèbre à travers le monde. On passe maintenant à sa double casquette, car l'anis, c'est une star en cuisine, mais aussi un remède de grand-mère qui a fait ses preuves depuis des siècles. Côté cuisine, sa polyvalence est juste incroyable. Il est indispensable dans plein de pâtisseries et c'est bien sûr lui qui donne son caractère à des boissons comme l'ouzo grec ou le raki turc. Mais attention, il n'est pas cantonné au sucré. Il apporte une touche de rondeur super intéressante dans des saucisses ou même des currys. Et puis, il s'entend à merveille avec le miel, l'orange, le chocolat, un vrai passe-partout de la saveur. Et puis, il y a l'autre facette, la médecine traditionnelle. D'ailleurs, son usage est reconnu officiellement par l'Agence européenne des médicaments, notamment pour soulager les troubles dyspeptiques. C'est le terme un peu savant pour parler des digestions difficiles avec des spasmes ou des ballonnements. On l'utilise aussi comme expectorant. En gros, ça veut dire qu'il aide à fluidifier les sécrétions pour mieux dégager les bronches quand on tousse. Ok, maintenant on va plonger au cœur du réacteur. Qu'est-ce qui dans cette toute petite graine peut bien avoir autant d'effets ? La réponse, comme souvent, est dans la chimie. Et là, c'est assez bluffant. Si on regarde la carte d'identité chimique de son huile essentielle, selon les standards européens, il y a un chiffre qui écrase tout. Un seul composé, le transanétol, représente à lui seul jusqu'à 94% du total. C'est énorme. À côté, les autres font à peine de la figuration. Le spectacle, c'est lui qui le fait. Le voilà, notre fameux transanétol. C'est donc lui la molécule responsable de ce goût et de cette odeur si reconnaissable. Mais son rôle ne s'arrête pas là. C'est aussi lui qui est derrière les effets pour calmer les spasmes digestifs et aider à dégager les poumons. Et petit détail qui a son importance, certaines études montrent qu'à forte concentration, il pourrait avoir une activité qui ressemble à celle des oestrogènes. On y reviendra. Bon, on a vu ses usages et ses composés actifs, mais alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement en matière de sécurité ? C'est le moment de faire la part des choses. Et c'est la grande question. Parce qu'une substance soit naturelle ne veut pas dire qu'elle est sans risque. Tout est toujours une question de dosage et d'équilibre. Ici, on a une vue d'ensemble assez claire de la balance bénéfice-risque. D'un côté, des bienfaits reconnus pour des petits maux du quotidien. De l'autre, des points de vigilance. Prenez l'estragol par exemple. Même s'il est minoritaire, il a montré des effets un peu inquiétants à très haute dose chez l'animal. On considère que le risque est faible aux doses alimentaires, mais ça justifie de ne pas faire n'importe quoi. Idem pour les hormonales du transanétol qui incitent à la prudence. Du coup, pour qui l'anis en usage médicinal est-il à éviter ? D'abord, évidemment, pour les personnes allergiques à sa famille de plantes. Ensuite, c'est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. Et enfin, c'est non pour les enfants et les ados de moins de 18 ans. La raison, la présence d'estragol et tout simplement le manque d'études de sécurité pour ces publics. Et ça, c'est une règle très importante à garder en tête. Si on l'utilise en automédication, par exemple en tisane pour la digestion, la recommandation est de ne jamais dépasser 2 semaines d'utilisation continue. C'est un principe de précaution simple pour éviter tout risque lié à une exposition prolongée. Là, on touche à un point absolument crucial, la différence entre la plante et son concentré. Une tisane, c'est très dilué. L'huile essentielle, c'est une bombe de principes actifs. Regardez. Juste 1 à 5 ml d'huile pure, c'est-à-dire une petite cuillère à café, peut être très toxique. C'est l'exemple parfait qui nous rappelle que naturel ne veut pas dire inoffensif et que la dose, c'est tout. Bon, alors après tout ça, qu'est-ce qu'on retient ? Essayons de prendre un peu de recul pour conclure. Pour résumer, l'anis, c'est bien plus qu'une simple saveur dans nos placards. C'est un cas d'école. Il illustre parfaitement comment une plante de tous les jours devient un objet d'étude scientifique qui nous révèle une chimie super complexe. Une chimie qui explique à la fois ses vertus et ses dangers.
C'est vraiment un pont entre le savoir ancien et la science d'aujourd'hui. Finalement, cette petite graine toute simple nous ouvre sur une question beaucoup plus vaste. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir des remèdes naturels? L'exemple de l'anis nous montre que derrière chaque plante utilisée traditionnellement, il y a une véritable usine chimique. Comprendre cette complexité, c'est peut-être ça la clé pour intégrer intelligemment ces savoirs à la médecine de demain, de manière plus sûre, plus ciblée et plus efficace. Voilà qui donne à réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis.